merci. Ouais, plutôt des Kleenex. Moins d'eau, plus de mouchoirs. Claude Tremblay, je suis très ému d'être avec vous depuis 6 mois. Comptez mon témoignage, je vous dirais j'ai un témoignage un peu hors du commun. Une famille dysfonctionnelle. Un témoignage hors du commun d'une famille dysfonctionnelle. Je suis né à Asbestos, 3 avril 1970. Moi, je me faisais garder par mon grand-père. Puis mon plus vieux souvenir, j'étais un petit bonhomme de 3 ans. Puis je me fais garder par mon grand-père, puis mon grand-père, il va faire pipi en arrière du garage. Puis moi, pour un petit bonhomme de 3 ans, je veux faire pareil comme lui. Mais sans faire par exprès, je pisse sur son bout de pantalon. Puis lui, quand il y a du monde qui vient le visiter, il me présente comme étant son petit-fils qui a fait pipi sur lui. Il fait rire le monde avec ça. C'est drôle. Ce qu'il n'a pas réalisé, c'est qu'à toutes les fois qu'il allait pisser, je me dépêchais pour aller pisser dessus. Ça m'a pris plusieurs années pour comprendre. J'ai réalisé que ce qu'on m'a donné de l'attention, j'ai tout fait pour aller en chercher davantage. Ça m'a amené beaucoup de problèmes dans ma vie. Mais rassurez-vous tout de suite, j'ai réglé ce problème-là. À l'école, plus tard, à Polyvalente, à Asbestos, à l'époque, il y avait 2 polyvalentes. Tu avais pavillon 1 puis pavillon 2. Puis quand on était en secondaire 1, puis qu'on avait des cours d'éducation physique, il fallait traverser 2 rues pour se rendre au pavillon 2, qui étaient les secondaires 3, 4 et 5. C'était plus vieux. Puis quand j'avais un cours d'éducation physique, je vivais de l'angoisse. Pourquoi? Parce que dans les portes pour rentrer au pavillon 2, tu avais des gars avec des cheveux longs et des frocs de cuir. Puis quand on se présentait, ils nous enlevaient notre tuque puis ils nous poussaient. On vivait de l'intimidation. À l'époque, on n'avait pas de mots, mais aujourd'hui, on appelle ça de l'intimidation. Puis j'aimais pas ça, moi, vivre de l'intimidation. Jusqu'au jour où il y a un de mes cousins plus vieux qui est dans la gang. Puis il dit à ses chums, il dit « Hey, c'est mon cousin, c'est un Tremblay, vous allez voir. Lui, il est game, lui, il est capable. » Fait que le chef de la gang est venu me voir, puis il dit « T'es game, toi? » Je dis « Oui. » Il m'a donné un lighter, il a dit « Il y a une poubelle de plastique dans les toilettes. Elle est pleine de papier. Si t'es game, va l'allumer. » Je suis parti, puis je suis allé l'allumer. Poubelle de plastique, pleine de papier, avec des plafonds suspendus. Ça n'a fait ni une ni deux. Les alarmes ont parti, puis ont évacué l'école. Il n'est rien arrivé de grave. Ça aurait pu être un acte criminel. J'ai toujours dit que j'avais été chanceux, parce que je ne m'étais pas fait pogner. Mais ça a été la pire des bad luck que j'ai eu. Pourquoi? Parce qu'après cet acte-là, tous les gars que je craignais sont venus me voir à tour de rôle puis ils m'ont donné une tape dans le dos. Puis ils m'ont dit « Toi, t'es correct. Toi, t'es game. » Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Je me suis acheté une froc de cuir puis je me suis laissé pousser les cheveux. D'intimider, je suis devenu intimidateur, puis c'était pas par choix, c'était par survie. Mais à la base,
J'étais un gars qui a juste besoin d'amour. Plus tard, à l'âge de 18 ans, je consomme de l'alcool, toutes sortes de drogues. Et puis, sur le boulevard Simoneau, Asbestos, à 2-3 heures de la nuit, j'ai eu un accident puis j'ai frappé un jeune en scooter. Quand j'ai débarqué de l'auto, il y avait un pied que la roue d'en avant ne touchait pas le sol. Le scooter était en dessous, puis sa face était étampée dans mon hood. Puis lui, il était à 20 pieds en arrière du char, avec ça de large, par ça de long de sang qui coulait de sa tête. Par miracle, il est encore vivant aujourd'hui. Mais j'ai passé sur la première page du journal, puis pour me donner je sais pas, j'avais mis dans ma fenêtre en arrière un slogan d'un groupe criminalisé de l'époque qui disait « If you want to stay alive, don't be around ». Puis je trouvais que ça faisait homme, ça faisait viril. Mais sur la première page du journal local, avec un scooter en dessous, puis un article qui me décrit comme une très mauvaise personne, j'ai jamais voulu faire de mal à personne. Mais j'ai développé un problème d'alcoolisme et de toxicomanie. Faire une histoire courte, le 16 octobre 1991, je me suis retrouvé à la maison Jean Lapointe à Montréal pour une thérapie pour l'alcoolisme et la toxicomanie. Je vais toujours me rappeler de ma thérapeute de l'époque qui s'appelait Colette Mars. C'était la battante de Julie Mars. Et puis, j'étais arrivé dans le bureau en avant d'elle. Non, avant, je vais vous conter une dernière petite affaire avant. J'essaie de faire ça vite parce que j'ai 45 minutes. J'imagine qu'ils vont me faire un 5 minutes avant, ils vont m'envoyer à la main, là. Moi, j'étais un gars qui est rempli d'ego. Puis quand je me suis présenté à la maison de thérapie, j'ai monté dans l'ascenseur. Puis quand j'ai arrivé dans le bureau de l'infirmière, elle avait une belle petite job qui donnait sur le vieux port de Montréal. Puis cette journée-là, elle n'a pas une belle job. Pourquoi? Parce que sa tâche consiste à fouiller mes bagages. Puis moi, avoir eu un minimum d'esprit, je me serais préparé pour entrer en thérapie. Mais moi, j'ai ramassé du linge sale à terre, j'ai mis ça dans un sac noir, puis je suis parti avec ça. Puis je vais toujours me rappeler, moi, je suis un gars qui est plein d'ego. Puis tout le long qu'elle fouille mes bagages, mon ego rapetisse. À un moment donné, elle détourne mes bas à bout de bras, puis elles sont toutes roulées, à bout de bras parce que ça ne devait pas sentir bon. Quand elle a eu fini, là, je n'avais plus d'ego. J'avais un raisin sec sur ses épaules. Et puis là, elle m'a posé les questions sur ma consommation. Pour la première fois de ma vie, j'ai été honnête avec elle. Dieu a placé cet événement-là exactement au bon moment pour briser mon ego. Il ne pouvait pas avoir de scénario plus parfait. Parce que j'avais menti toute ma vie. C'est la seule chose que je connaissais. Je vous dirais même plus que j'en ai peut-être mis un petit peu pour expliquer mes bas. Je reviens à Colette, ma première rencontre avec Colette. Je m'assis dans son bureau, puis elle me parle de croire. J'ai 21 ans, je mesure 6 pieds 1, je pèse 123 livres,
J'en pèse 210 aujourd'hui. À 123 livres, là, puis je suis pas blême. Je suis comme vert lime. Quasiment toxique. Puis elle me dit de croire. Ah, j'embarque pas dans ces affaires-là, moi. Puis elle me dit, puis elle avait une très grande ouverture d'esprit, puis elle me dit, pour croire, elle dit, faut que tu demandes quelque chose, puis quand tu vas l'avoir, tu vas croire. À qui tu le demandes, c'est ton choix. Puis moi, ben, après ça, ben, mon ego était revenu, là. Tu sais, ça, on dirait, ça, ma vie, c'est, ça souffle, ça dessouffle, ça souffle, ça dessouffle. Puis, je la regarde avec mon petit air baveux, puis il y avait un bateau de parqué au port, puis je vais toujours me rappeler, il s'appelait le Reine Élisabeth II. Fait que je la regarde avec mon petit air de baveux, puis je dis, je demande au Reine Élisabeth II de voir mon père. Elle dit, non, elle dit, ici, il n'y a pas de visite, tu vas avoir droit à un téléphone, mais que ça fasse une semaine. Fait que je dis, tu vois bien que tes affaires de croire, ça marche pas. Elle dit, ça va être correct pour aujourd'hui. Fait que, il y avait une table de poule à l'époque, puis j'étais là, puis il n'y avait pas personne. J'ai fini dans ma chambre. Puis moi, ma chambre, elle donnait pas sur le vieux port de Montréal, elle donnait sur la ruelle en arrière où il y avait les sœurs grises. Puis je me suis assis sur le rebord de fenêtre. Puis à un moment donné, il y a de quoi qui a attiré mon attention dans la ruelle. Puis j'ai regardé, puis mon père était là. Fait que j'ai ouvert la fenêtre à manivelle, j'ai arraché le screen, puis j'ai parlé avec mon père. Au même moment où il a arrêté, puis son ami il a présenté, parce que mon père vient d'Asbestos, il était monté à Montréal avec un de ses amis, il a demandé de venir lui montrer c'était où la maison Jean Lapointe. Son chum disait, on est complètement dans l'est, puis la maison est complètement dans l'ouest. Et je t'ai pas demandé c'était quoi, il vient juste me montrer c'est où. Puis au moment où il a passé dans la ruelle, j'ai regardé dans la fenêtre. Fait que j'ai parlé avec. Pas longtemps, 5-10 minutes. Tu vois quelque chose, non? Mon père avait été faire une thérapie 3 mois avant pour l'alcoolisme aussi. Puis non, c'est bon. Fait que quand il est parti, le gars qui était dans la chambre avec moi, il est rentré. Puis il a dit non, 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 fais pas ça. Il pensait que je sautais en bas. Fait que j'essayais, puis ils ont fait une écolette, tout le monde. Puis là, j'essayais de lui expliquer que je parlais avec mon père. Puis il n'y a pas personne qui me croyait. Même que j'avais hâte de sortir de thérapie pour voir mon père, pour lui demander s'il était vraiment là. Puis effectivement, mon père était vraiment là. Quand tout le monde est parti, puis j'ai tombé tout seul dans ma chambre, là, ça a été comme un coup de 2x4 dans le front. Là. J'ai réalisé qu'on vit sur une boule de terre de 3 200 000 km, qu'on tourne en entour d'une boule de feu. Tu sais, là. Puis je pensais que c'était à moi qui chauffais tout ça. Laissez-moi vous dire que si ça aurait été moi qui aurait chauffé ça, ça ferait longtemps qu'on aurait pris le clos. Ma vie, là, est une synchronicité. Dieu a placé sur mon chemin maintes et maintes reprises des miracles extraordinaires. Puis même à travers ces miracles-là, je doutais tout le temps. Je vous dirais que ma vie se situe comme 4 phases. Il y a une phase avant de croire. Il y a le jour où j'ai eu 2x4 que j'ai cru. Après ça, j'ai su. Je savais que Dieu existait. Il y avait croire puis savoir. Pour moi, c'était important. Parce que là, je savais qu'il existait. J'en étais convaincu. Puis ma dernière phase que je vis aujourd'hui, pouf, je le ressens. Ça n'a pas été toujours facile.
Je vais vous en conter un autre. Colette encore. À un moment donné, j'arrive dans son bureau, puis elle me dit, aujourd'hui, tu vas écrire une lettre à Dieu. Qu'est-ce que tu veux de la vie? Comme je vous dis, à 6 pieds 1, 123 livres, je suis défaite, je suis battu, je ne m'attends plus à rien de la vie. Puis je suis 45 minutes avec elle. Puis après 40 minutes, là, elle me pose toujours la même question. Elle n'a pas le droit de me donner la réponse. Puis ma feuille est blanche. Il n'y a rien d'écrit. Puis par découragement, là, elle me regarde et elle me dit « Une maison peut-être? » Puis j'ai écrit en gros, là, comme dans l'entête, là, 1 pouce d'épais, là, de haut, là, « Maison ». Puis elle me dit « Y a-tu d'autres choses? » Puis « Maison ». J'ai écrit maison, puis je ne crois même pas qu'un jour je pourrais avoir une maison. Puis elle me dit, une femme peut-être? Hein? J'ai écrit femme. Elle me dit des enfants. Puis là, il reste comme 1 minute, là. Elle dit des enfants. Elle voulait au moins que j'aie une maison, une femme, puis des enfants. C'est elle qui me donne la réponse. Fait que j'ai écrit maison, femme, enfant. Puis là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme s'il y a une lumière qui avait allumé. Il me restait 45 secondes. J'ai écrit un bateau, un 4 trous, une terre à bois. Là, c'est comme si je venais de gagner au 6,49. Là, elle voyait bien que ça dégénérait, mon affaire. Fait qu'elle dit, OK, arrête ça là. Fait qu'elle pogne ma feuille, elle la plie, elle la met dans une enveloppe, puis elle me la redonne, puis elle dit, tu rouvriras ça d'une couple d'années. Ah! J'étais déçu. D'une couple d'années, c'est loin. Demain, c'est loin, une couple d'années, hey! Puis je vais vous le conter tout de suite de peur de l'oublier. Ça me rend toujours un peu émotif. Après 7 ans, j'étais en train de faire le ménage dans la cave chez nous, puis mon plus vieux, Joël, il descend les marches, puis il me dit « Pourquoi tu pleures, papa? » Je venais de retrouver la lettre. J'avais tout ce que j'avais écrit, et même davantage. Comme je vous dis, ça n'a pas toujours été facile. Après 7 ans, un matin, je me suis levé, puis j'avais plus de voix, plus de son, plus rien. Fait que j'étais allé voir le docteur Gervais Rouillard, ici à Arthabasca, puis il m'a diagnostiqué un cancer du larynx. C'était pas bénin, c'était malin. Ils m'ont envoyé voir des chirurgiens, des spécialistes à Québec, puis c'était comme une genre de salle de conférence, puis ils m'ont rentré des caméras dans le nez, puis il y avait une grosse TV au plasma, puis là, c'était tous des spécialistes, des médecins à cravate, là, puis tout du monde instruit, là, puis ils étaient tous là, puis ils étaient tous découragés, eux autres, là. Ça s'annonçait pas bien. On a voulu me faire une trachéo, faire un trou dans la gorge, parler avec une machine. Puis on me dit que j'avais entre 3 et 9 mois à vivre. J'ai 27 ans. Fait que j'ai dit, pour ta trachéo, on va laisser faire. Tu sais, pour le peu qui reste, pense pas te dire ben, grand-chose d'important. Puis assez bizarrement, j'aidais beaucoup de gens avec des problèmes de toxicomanie. Puis à ce moment-là, j'ai aidé énormément de gens. J'avais une bonne écoute. Dieu est bon, hein? Dieu est bon. J'ai eu une excellente écoute. Et de miracle,
en miracle, j'ai commencé à prier. J'allais voir mon père parce que quand tu es confronté à la vie ou puis à la mort, ben le temps est plus important. Fait qu'à 4 heures du matin, là, j'ai 2 yeux qui rouvrent, puis je veux faire de quoi, là, tu comprends? Fait que je vais voir mon père qui se lève tôt, lui-ci, puis on avait acheté une petite terre à Denville, puis on avait une source qui sortait de la montagne, là, au bord de la rivière. Ça sortait à 12 pouces de diamètre, puis ça sortait frais de la montagne, c'était froid, puis on sentait une bonne énergie, là. Fait qu'on allait prier là, à tous les matins au lever du soleil. Caroline. Et puis, de miracle en miracle, j'allais voir le médecin. Puis là, je disais, elle recommence à parler. Puis je forçais comme si je criais, puis à peine s'il sortait un son. Fait qu'un bâton de popsicle dans la bouche, ah oui, oh oui, puis c'est un miracle, c'est un miracle. Fait que toutes les fois, j'allais le voir, et il en revenait pas, c'est un autre miracle, c'est un autre miracle. J'ai défié toutes les lois de... Celle-là, je ne la compte pas souvent. Moi, ma mère était protestante anglicane, puis elle avait comme renié Dieu. Puis quand j'allais la voir, ça me faisait de la peine que ma mère ne croie pas en Dieu. Puis à travers cette épreuve-là, à un moment donné, elle me dit, elle dit, je prie pour toi, mon gars. Juste pour ça. Ça valait la peine de souffrir. Puis j'ai fait quand même 2 traitements de chimiothérapie ici sur Tabasco. Intraveineux pendant 5 jours de temps, 2 shots. Tout par-dessus mes cheveux, j'ai mal au bout des cheveux, au bout des orteils. Puis quand t'as mal au bout des cheveux, t'en as plus, ça va pas bien. Ça a tout le temps bien été, parce qu'il y avait du monde alentour de moi. Puis quand il y a du monde, on est fiers, on est fort. Puis quand tout le monde est parti, j'ai tombé tout seul à l'hôpital. Puis là, j'ai descendu, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis ramassé, il y avait comme une genre de petite chapelle, là. C'était tranquille, puis c'était sombre un peu, il n'y a pas personne qui me voyait. Je me suis assis en arrière. Je sais qu'il y avait quelqu'un qui parlait en avant, mais j'ai pas rien écouté. Je me suis juste assis en arrière, puis je me suis mis à genoux. Puis j'ai dit, mon Dieu, si tu as affaire à venir me chercher, ben occupe-toi des gens que j'aime. Puis si jamais tu me donnes une petite chance, ben moi, je te promets que moi, continuer à aider mon petit frère et ma petite soeur. C'est cette prière-là qui m'a gardé. Ouf! Comme je vous dis, une multitude d'épreuves, puis une multitude de miracles. Mon problème, c'est que l'ego revient. Le doute. Une vraie tête de cochon. À un moment donné, ça va pas bien dans ma vie, puis je suis découragé. Puis j'ai pas d'argent comme je n'avais dans le temps. Fait que j'ai dit, c'est assez ces affaires-là de meeting, d'aider les autres, puis tout ça, là. On va retourner boire, puis... Mais, j'ai dit, je vais aller voir une dernière fois. Puis il mérite de me voir quand même une dernière fois. Fait que je me suis présenté dans la petite salle de meeting qu'on avait à l'époque.
Puis à un moment donné, j'ai vu quelqu'un rentrer, quelqu'un avec qui que je consommais à l'époque, un gars qui me faisait peur, là. C'était un rock'n'roll. Puis j'avais honte d'être là. Puis en même temps, c'était pas logique, mais j'avais honte d'être là. Je voulais pas qu'il me voie, fait que je me cachais. Mais lui, il m'a spoté. Puis il s'en vient me voir. Puis il me demande si je veux être son parrain. C'était mon dernier meeting. On allait boire. J'allais pas bien. Je peux pas vraiment t'aider. Je suis pas trop bon de ce temps-là. Puis il m'a ramassé par le collet, là. Puis il me dit, j'ai pas confiance en personne ici. T'es le seul en qui j'ai confiance. Il dit, tu veux-tu juste m'écouter? J'ai pas dit oui parce que ça me le tentait, j'ai dit oui parce que j'avais peur. Ce gars-là, le gros tough, là. Tu sais, le gros tough qui te fait peur, là. Il me compte, on est allé prendre un café après, puis il me compte qu'il y a une femme puis des enfants. Ah ouais! Je suis tout impressionné. Puis il me dit, ma femme m'a donné 2 choix un matin. Elle dit, soit tu vas à l'église pour demander la charité, ou soit tu vas faire un hold-up. Il dit, pour moi, ça aurait été plus facile de faire un hold-up. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Puis il dit, j'ai pris mon courage à 2 mains, puis j'ai décidé de me prendre à la main. Puis j'étais allé à l'église. Puis le curé m'a fait un chèque en blanc. Puis j'étais allé à l'épicerie. J'ai fait mon épicerie. Puis j'ai eu le malheur de demander une blague de tabac. Puis il y avait 2 petites madames. Puis là, ils l'ont gardé. Puis toi, t'es un profiteur du système. T'as pas le droit d'avoir de tabac. Puis tout. Puis il dit, la seule affaire que je voulais faire, c'est lui casser le cou toutes les 2. Puis partir avec le cash. Puis j'ai repris le tabac. Puis je l'ai remis là. Puis je suis reparti la tête entre les 2 jambes. Puis ce gars-là, il pleure dans mes bras à me conter ça. Moi, je faisais de l'apitoiement parce que j'avais pas 2000 pièces dans mes poches. Je mangeais des steaks 1 pouce d'épais. Je voulais faire du ski alpin, j'allais acheter un équipement au complet. Je vivais beaucoup au-dessus de mes moyens, puis Dieu a placé la personne avec l'événement. Encore une claque, là. Claque! 1er octobre 2010. Je travaille à Drummondville. Je suis soudeur de métier. En branchant ma soudeuse, dans un breaker sur 550, tu as 3 phases de 220. Il y a un défaut dans la boîte électrique. Quand je le mets à on, la 3e phase, elle rentre dans la 2e, puis ça me pète dans la face. Garoché d'ici à la porte, sur le mur. 400 ampères dans la boîte, 600 ampères au chemin. Le feu poigne. J'ai 2 mains brûlées circonférentielles au poignet, au 3e degré. Coller l'ambulance. J'embarque dans l'ambulance. On s'en va à Drummondville, à l'hôpital à Drummond. De l'hôpital à Drummond, là, il me déshabille, flambant nu, puis ils voient que le courant n'a pas sorti. Là, ils ont tombé sur le nerf. Puis ça faisait quand même 25 ans que j'étais pompier volontaire, fait que je savais c'était quoi un peu de problème. Fait que là, ils m'ont rembarqué dans l'ambulance, en urgence, monté à Sherbrooke, avec le médecin dans l'ambulance. Puis là, les défibrillateurs, puis les machines, puis je suis là, puis je suis pas là, puis tout le long, la seule chose qui est importante, c'est un petit bout long de même. Puis il est ici. Merci, mon Dieu. Chaque respiration devenait un cadeau énorme.
On ne sait pas tant qu'on n'est pas confronté à ça. Puis moi, ça me prenait. On vit notre moment présent. Ben ouais, puis, tu sais. Mais chaque respiration, chaque souffle est un cadeau. Les problèmes d'argent, puis de chicane, puis de... Il n'y a plus de problème, là. Merci, mon Dieu. J'arrive à l'hôpital à Sherbrooke. J'ai passé 48 heures là. Ces machines. Puis après ça, ben, j'avais 2 moignons. Tu sais, le pur à poignet, les doigts n'étaient même pas ensemble. C'était 2 moignons. Le grand chirurgien Haddad, chirurgien plasticien reconnu au Canada puis aux États-Unis, puis tout le monde le met sur un piédestal, puis lui, il me dit, Monsieur Tremblay, tu ne seras plus jamais capable de te servir de tes mains. Pff. Non, il ne connaît pas tout. De miracle en miracle, les 2 doigts, les 3, ça bouge, ça. Je ne sais pas que ça a été facile, ça a pris 2 ans et demi en réhabilitation. Je me suis construit une maison avec ma femme. On est allé démolir une grange à Warwick. Puis on a construit une maison toute recyclée. On a tout fait nous autres mêmes. Je fais des peintures, des toiles, des dessins animaliers. J'ai brisé toutes les lois encore. Ben, pas moi. C'est Dieu. Le mérite ne me revient pas. Souvent, il y a des gens qui me disent « Ah, t'es bon, toi. » Non. Gonfle pas mon ego. J'ai assez de misère avec ça. Puis à partir du moment où Marco m'a demandé de faire mon témoignage, ça fait 33 ans que je donne mon témoignage. J'ai fait 10 ans dans les écoles du secondaire 1 au secondaire 5 à Asbestos. J'ai fait la psychiatrie. J'ai jamais été aussi nerveux qu'un matin. Le désir de performer. La peur de ne pas d'être aimé. J'étais allé aux toilettes, puis j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, je te confie tout ça. Puis là, le monde il me donne de la main, ça va d'être bon. Non. Je veux pas performer, je veux pas essayer de plaire. Je veux juste d'être moi-même. Un immense besoin d'amour. C'est juste ça. Puis plus que je réalise, c'est un problème de société. Tous les gens que je rencontre, même les plus méchants, c'est eux autres qui ont besoin de plus d'amour. Il faut que je vous conte que, il y a 6 mois, j'avais été au Texas, puis on avait été voir une célébration chrétienne, moi et Jessica. Puis on avait tellement aimé ça qu'on a cherché des églises, puis on vous a trouvé sur Internet. Puis j'étais arrivé ici, puis c'était comme une famille retrouvée. Même si on ne sait pas tout parler, juste de voir vos visages, puis les yeux, ça parle beaucoup, hein? Il y a tellement des beaux yeux ici. Je vous remercie énormément. Chaque personne, c'est vraiment un cadeau. Un cadeau que... C'est ça aujourd'hui, justement, qu'il faut que je prenne au sérieux. Je ne peux plus me permettre de douter.
J'ai tellement eu de cadeaux que je ne peux pas me payer le luxe de douter. Puis Dieu m'a éprouvé depuis 6 mois. Vous demanderez à Jessica, là. Il y a des semaines qu'on ne savait pas si on mangerait. J'ai perdu des contrats, et de la corruption. Ça a passé proche de rembarquer dans le ressentiment, là. Il y a des gens qui m'ont nuit, là. Puis, c'est pas facile de prier pour des gens qui t'enlèvent ton pain sur la table. On a été éprouvés beaucoup en 6 mois. Puis on a persévéré. On est revenu. Jessica a plus de constance que moi. Le matin, elle rouvre la Bible, elle lit un passage, puis on en discute. On a écouté la série là, de Chosen là, sur la vie de Jésus, mais c'est plus comme la vie des apôtres, puis je suis plus capable de m'identifier à ça, puis je réalise aussi à travers tout mon parcours, puis les gens, puis notre étude biblique, qu'aujourd'hui, je ne veux plus juste faire partie d'un tableau. Je veux être un disciple. Je veux être... Je veux être engagé. Puis, comme je vous disais, ça avait été difficile. J'ai fait des recherches d'emploi, il n'y avait rien. Puis, tu sais, il y avait de quoi s'accrocher partout. J'ai fait une entrevue pour UPS. Les gros trucks bruns. J'aime pas le brun, mais je me suis dit, j'aime bien les bruns. Je m'en vais passer l'entrevue, puis il me dit, va avoir un test routier. J'ai chauffé des gros camions Pacifique, des trailers avec 128 roues de sauge. Je travaillais pour une grosse compagnie à Montréal. Ça m'énerve pas de chauffer. Fait que je pars avec le truck, le V7, V là. Il me fait rentrer. Tu sais, il veut me cochonner un peu. Mais à un moment donné, il m'en allait. Il me regarde puis il me parle comme un gars de 15 ans. Puis il me dit, les deux mains sur le volant, s'il vous plaît. Là, ben beau mettre mon ego de côté, mais je suis pas avec trop, tu sais, quand même. Fait que, moi, c'est correct, tu sais. Fait qu'il veut me cochonner, me faire rentrer dans un parking, bien serré, puis tu vas reculer ça entre les deux chars. Hey, ça rentre au pouce quasiment. Fait que je vais te l'impressionner comme il faut, puis j'y rentre ça, puis te rendre ça bien parfait. Puis je pense qu'il devait avoir un demi-pouce croche à la ligne jaune. J'ai dit juste pour l'impressionner, je vais y redonner le petit demi-pouce, tu sais, pour y mettre ça à l'équerre comme il faut, là, tu sais, là. J'ai voulu donner un petit coup, mon bumper a accroché dans le mur de ciment. Il dit, ça s'arrête direct là, on retourne au garage. Il a manqué mon entrevue. Après ça, je suis allé passer une entrevue pour Aéronavette à Sherbrooke. On voyage des gens à l'aéroport. Quand je suis arrivé pour mon entrevue, il y a un gars qui est dehors. « Hey, salut! Bonjour! » Il me donne la main. Moi, c'est Amand. Moi, c'est Claude. Puis, je dis, ça, je m'en viens passer une entrevue. Bonne chance! Puis, le mécanicien, salut! Tout le monde est de bonne humeur. Puis, OK. On m'assied avec le boss, puis pose des questions, puis on va essayer de prendre un test sur la route. Fait que je vais me promener. C'est beau. On a débarqué, c'est Bouvard-Bourg, la 410, on a sorti à l'université, c'est beau, il retourne à la maison. Fait qu'il dit,
Fait que là, je m'assis là, puis il dit, si tu veux un job, il dit, je t'engage tout de suite. OK. Puis là, ben, je rencontre du monde. Moi, je veux travailler. Je veux être un disciple. Je peux pas être un disciple d'écolier. Si je veux être un disciple, il faut que je rencontre des gens. Je rencontre des gens qui sont de bonne humeur. Puis qui s'en allent en vacances. J'ai la chance de m'exprimer, de vivre une vraie vie. Marco, il m'avait donné comme titre « Créer en moi un cœur pur ». Puis quand il m'a écrit ça, là, ça a vibré tellement fort en dedans de moi. Puis ça fait longtemps que j'ai commencé à écrire, puis je veux écrire un livre sur ma vie, puis là, tu sais, j'ai pas beaucoup de temps, là, mais je pourrais vous parler ça toute la journée, là. Des miracles, là. C'est juste de ça qui est arrivé dans ma vie, là. Je suis une vraie tête de cochon. Moi, un matin, les chants qu'on a faits, là, c'est tellement inspirant. Tu sais, c'est beau de dire qu'on est dans la gratitude. Ah, je suis en gratitude, merci. Mais est-ce que tu le remercies, Seigneur? Moi, quand je viens ici le matin, là, c'est une gratitude, mais j'exprès. Je dis au Seigneur à quel point je suis en gratitude. Je le remercie. Je le remercie, puis en retour, bien, il me donne l'énergie puis la force. Au-delà de ce que vous pouvez imaginer. À toutes les places où j'ai travaillé, là, avant, à l'époque, c'était bien important de savoir comment je gagne. Tu sais, moi, je travaille pas pour rien, puis comment ça paye? Pas tout seul, là. Je suis certain que vous autres aussi, là, tu sais, il faut savoir comment ça paye. Les efforts qu'on fait pour aider son petit frère et sa petite sœur à étudier les textes de la Bible, les enseignements, s'il y aurait un plan de rémunération là-dessus, là, ça dépasserait toutes les attentes. Il n'y a aucun plan de rémunération qui est meilleur que celui de Dieu. Quand je vais faire mon témoignage à l'extérieur, je commence tout le temps en disant « Ne croyez aucun mot de ce que je vais vous dire. À moins que vous soyez en accord avec ce que je dis. » Parce que je trouve qu'on a un problème de société, c'est que les gens vont aller écouter une conférence, vont aller écouter quelqu'un parler, puis il y a 2 minutes dans la conférence là, que ça graffine en dedans. Bien, c'est les 2 minutes qu'ils vont retenir, puis c'est les 2 minutes qu'ils vont répéter aux autres. S'il y a de quoi que j'ai accroché là, dans ma manière de parler, ma manière de vivre, de ma manière de m'exprimer, je tiens à m'excuser. Alors, retiens pas ça. Retiens juste qu'est-ce qui fait ton affaire. Moi, ça fait 33 ans, mercredi, que j'ai arrêté de consommer. J'ai 54 ans, j'ai arrêté à 21 ans. J'étais un curieux de nature, j'ai tout été voir. Dans des communautés, tout habillé en blanc. J'ai fait professeur de yoga, appris le sanskrit.
des témoins de Jéhovah, des baptistes. J'ai tout été voir, j'étais un curieux de nature. Mais l'énergie qu'on a ici, le chant, moi je ressens des gens qui sont dévoués. Esvin, là, quand il vient parler, là. Quand la fille à Marco a chanté le chant, la maladie s'enfuit, les aveugles voient. Puis moi, Esvin, les paralytiques sautent de joie. Stéphanie, avec les bras dans les airs, l'excitation, là. Les paroles de sagesse de Marco. La conviction de Karine quand elle chante. Je pourrais tout vous nommer à ceux avec qui j'ai parlé. J'ai toute une belle vibration. Je ressens un amour profond. Il y a 33 ans, quand j'étais à la maison Jean Lapointe, ils m'ont amené faire mon premier meeting. C'était à la Maison du Père à Montréal. C'est une maison où il accueille des itinérants. C'était le 4e anniversaire du groupe. Puis la personne qui remettait l'enveloppe du nouveau, c'était comme un annonceur de TV, tu sais, veston, cravate, puis il parlait bien, là, tu sais, là. Puis, quand je suis arrivé, il y avait une itinérante qui était là, une grosse madame, toute sale, toute des gros boutons, là, des grosses lunettes, vraiment, là. Puis, elle sentait fort, là. Puis, lui, il fait l'accueil du nouveau. Puis, il dit, il y a un nouveau qui veut venir chercher son enveloppe. On a de l'amour pour toi. Puis cette madame-là, elle se lève, puis elle s'en vient en avant. Là, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont la débifurquer pour la ramener ailleurs. Ce monsieur à cravate-là, là, il l'a pris dans ses bras, puis il a dit qu'il l'aimait. Moi, j'ai fait, qu'est-ce que c'est ça? Puis quand on a terminé à la fin, là, on a terminé avec Matthieu 6,9. Puis à toutes les réunions, parce que ceux qui ont fondé le mouvement des alcooliques anonymes, Bill W. puis Bob, c'était des chrétiens. Parce que dans tous les écrits, parce que là, je fais des recherches, là. Puis ça fait 33 ans que je récite ça, moi, là. Matthieu 6,9, ça fait 33 ans, puis j'ai su cette semaine que c'était Matthieu 6,9, là. Ça fait 33 ans que je récite ça. On récite aussi une prière de sérénité qui vient de trois versets. Raccourci, ça dit, mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Le courage de changer les choses que je peux. Et la sagesse d'en connaître la différence. J'aimerais ça si on pourrait réciter ensemble Matthieu 6,9. Je ne sais pas si vous pouvez mettre ça à l'écran. Pas sûr, hein? J'aimerais ça si on pourrait se donner la main puis le réciter ensemble.